Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, merci et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, bien sûr, pour vous informer, analyser l'actualité de notre pays. Nous sommes toujours là et nous ne cesserons jamais de le faire. Vous devez savoir que notre bien-aimé Étienne Kabila est passé sur EDEM TV officiel le dimanche. Vous devez retenir quelque chose. Il a donné des messages très importants au sujet de la candidature de Moïse Katumbi et la gouvernance de Joseph Kabila. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Nous allons vous proposer un morceau, bien sûr, de ce qu'il a dit les dimanches. En dehors de cela, je reçois pour vous Cédric Moudiantou, cadre et membre de l'AVC, parti cher. Son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo, maître, bien sûr. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de la vision du chef de l'État. C'est quoi la vraie vision de Félix Tshisekedi Tshilombo? Les lots bazo finga, bazo critiquer, bazo tirer sur lui comme pas possible. Chers Congolais, est-ce que la vision du président Félix Tshisekedi est une union sacrée ou une union sacrée? Le bilan, il y a gouvernance aujourd'hui. J'en parle puisque comme ça la polémique est à Sakanate. Au-delà de ça, la CENI. Jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'a pas encore trouvé le président. La Senko. Ah oui, Bato Babandi c'est quoi Kobuka, ko menacer Ambongo, ko sala nyonso ba sabotage. Est-ce que les alliés militaires ont eu de paix sur les alliés peuple congolais? Les alliés mituna dans l'île mituna et on verra la suite. Chers Congolais, restez toujours avec nous jusqu'à la fin pour ozoignon surtout qu'on le verra encore. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Cédric Moudiantou, bonjour. Bonjour mon frère. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bien qu'en retard de joyeuses fêtes des parents. Merci pareillement. Et évidemment à tous ceux qui nous suivent à travers là, je pense déjà à mes enfants qui me suivent de partout. Ils sont partout. Ils sont partout, ils sont nombreux. De partout, voilà, je pense à vous et merci. On est là. Bon, on démarre notre émission, comme je viens de le dire tantôt. République démocratique du Congo. Au moment où je vous parle, je commence d'abord avec la gouvernance de Félix Tshisekedi. C'est quoi sa vision aujourd'hui? On ne comprend plus. Il a quelle vision? Les gens tirent de gauche à droite pour dire que le président Félix n'a pas de vision. Vous connaissez un peu, vous maîtrisez la vision de Félix? Je voudrais d'abord que nous puissions faire de cette émission, ou encore de ces numéros, un numéro spécial sur le fait qu'il devait être beaucoup plus pédagogique. Ouais. Pédagogique parce que
En tant que leader politique, également vous en tant que journaliste, nous avons le devoir non seulement d'informer, mais également d'éduquer. Certaines réactions dans la société ou dans l'opinion sont surtout portées par l'ignorance. Je ne vais pas ici insister ou rappeler que je suis chrétien, mais que la parole de Dieu me dit à moi que mon peuple périt par manque de connaissances. Sous cet angle, il est donc évident que l'émergence de l'ignorance fasse dire aux gens des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, en tant que leaders politiques, nous devons chaque fois apporter de la lumière là où il y a les ténèbres, de manière que nous puissions tous voir les choses dans une certaine dimension, et cela pourra évidemment nous aider à construire notre Congo. Le président Félix Tshisekedi n'est pas tombé comme un cheveu dans une soupe. Comme on dit, il n'y a pas de génération spontanée. Il est issu d'une vision parce que avec l'émergence de la dictature, notamment des régimes despotiques de Maréchal Mobutu, il y a eu des hommes, je voudrais ici parler de l'histoire des 13 parlementaires, qui voulaient recadrer les choses, essayer de voir un Congo de leurs rêves, qui était un rêve prestigieux, où il régnerait la justice pour tous, où les Congolais seraient dignes, auraient de la fierté et auraient un certain prestige de vivre dans leur sol, disais-je. Parce que nous avons vu depuis un certain temps, sous le régime Mobutu, et cela s'est étendu jusqu'au régime Kabila, les Congolais avaient plus le désir de quitter leur sol, aller vivre ailleurs, parce que leur pays était devenu tantôt une prison à ciel ouvert, ou encore la situation en général était devenue insupportable, notamment avec la justice qui était devenue une gâchette contre ceux qui tenteraient de nager, ou ceux qui tentaient de nager à contre-courant. La vision d'Étienne Tshisekedi et du 13 parlementaires, la vision créatrice de l'UDPS dont est issu le président Félix Tshisekedi, était de poser un substrat sur lequel viendrait se construire ou encore se projeter le développement socio-économique. Peut-on parler d'un développement dans un pays où il ne règne pas la justice? Je ne pense pas, parce que même la Bible vous dira, la justice élève une nation. Alors je pense que voir la vision du président de la République, c'est questionner effectivement les combats de ses pères fondateurs, notamment de l'UDPS ou encore nous parlons de la démocratie, qui eux voulaient voir un État démocratique créé ou encore bâti sur les valeurs, notamment la justice ou encore, nous aimons bien parler de l'État de droit. Alors la création de l'État, c'est ça d'abord la vision maîtresse du président de la République, Félix Tshisekedi. Très bien. Création de l'État. L'État n'existait plus. Non, mais l'État n'existait plus. Quand je dis État, comprenez des institutions crédibles. Quand vous lisez notre Constitution, vous commencez par l'exposé des motifs. L'on vous dira, depuis l'aube de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, le pays était plongé dans la succession ou encore dans la récurrence, vous direz dans la crise, dans la série de crises des légitimités, des institutions et de leurs animateurs. Or, quand on parle de la crise de légitimité des institutions et des animateurs, quand on parle des institutions, on fait allusion à l'État. Ça veut dire le fait des crises consacrer l'inexistence de l'État. C'est bien pour ça que vous entendrez à l'issue des élections, l'issue malheureuse bien sûr des élections du 28 novembre 2011, s'agissant de venir à Kinshasa dans le cadre du 14e sommet de la francophonie, le président français des naguères, M. François Hollande, donna une interview avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, déclara à l'époque que la RDC était un pays non-État. Un pays non-État, alors que Joseph Kabila venait d'être publié ou encore proclamé par la CENI, vainqueur de ces élections, et il avait même déjà prêté serment. Alors que le peuple congolais ne se reconnaissait pas en ce pouvoir-là, et lui plutôt portait Étienne Tshisekedi, qui lui aussi avait prêté serment, d'où la consécration de la crise. L'effet de cette crise a fait dire à ce président François Hollande que la RDC était un pays non-État, c'est-à-dire un pays où l'État n'existait pas. Comprenez donc quand j'ai dit qu'il fallait créer l'État.
ce qu'étaient les défis alors, la vision du président de la République, c'était d'abord de normaliser la situation ou encore l'environnement politique, créer des institutions que le peuple reconnaîtrait. C'est ça la légitimité. Donc mettre en place des institutions légitimes qui puissent être portées par le peuple, car la reconstruction d'un pays n'est pas l'apanage ou l'effet d'un individu, mais comme Maître Didier Boudimbo, son Excellence ministre qui me suit, président du parti Autre Vision du Congo, aime bien dire, ensemble nous pouvons, puisque la reconstruction ou le développement, c'est le problème d'un peuple, c'est l'affaire d'un peuple, alors ensemble on construit un pays. On ne peut pas laisser cette vision au seul individu Félix Tshisekedi, mais Félix n'étant que porté par la population, n'étant que le représentant de la volonté populaire, devrait commencer par créer un environnement propice à l'épanouissement, d'où la création de l'État. Et c'est quoi l'union sacrée aujourd'hui? L'union sacrée des visions et un président Félix Tshisekedi. C'est une grave confusion qui franchement commence à déranger quand c'est l'intellectuel congolais qui le dit. Quand l'intellectuel commence à poser des questions qu'il est censé lui répondre, alors nous sommes dans une société qui n'a plus de repères. Le président République a bâti campagne dans ce pays. Il n'a jamais battu campagne avec dans sa bouche le nom Union sacrée. Non. Et même d'ailleurs, quand il a été élu par le peuple congolais, nous avons été dans une coalition avec le FCC. Et quand nous étions dans cette coalition qui nous a pris plus d'une année, personne n'avait jamais parlé de l'union sacrée. Donc aujourd'hui, c'est soit de la mauvaise foi de la part d'une certaine opposition en mal de positionnement qui voudrait se cacher derrière des choses qui sont tout à fait fausses et qui voudrait présenter l'union sacrée comme la vision du président de la République. Nous devons rejeter cela en bloc. Le président a été élu sur base d'une vision qui n'est qu'un secret de Polichinelle. L'union sacrée, c'est une coordination de forces, n'est-ce pas, des forces politiques portées par une vision. Et c'est ça la vision maîtresse du président que je venais ici d'élucider. Alors, puisque nous sommes partis d'une crise, souvenez-vous en France, quand il s'est agi de bouter hors les territoires français, les Allemands, toute la société française, Église et tout le monde, se sont réunis autour de ce qu'ils ont appelé Union sacrée, qui était une coordination de forces, qui avait un objectif ou un but évidemment d'hisser vers l'avant leur État, ou encore aujourd'hui nous parlerons pour le cas du Congo, de mettre en place une force ou encore mobiliser les forces comme avait fait le chef de l'État autour de sa vision qui était de créer l'État, d'organiser l'État et de permettre aux Congolais de l'accompagner autour d'un cadre préparé pour voir le Congo du rêve de Etienne Tshisekedi, qui était le Congo que je viens encore une fois ici d'expliquer, commencer à se réaliser. Il ne s'est jamais agi d'une vision du président de la République, le président ayant fait face à un blocage, malheureusement, qu'il n'avait pas envisagé quand il était élu par le peuple congolais. J'ai cité le FCC Cash. Il fallait en appeler à la conscience des Congolais, qui, d'autres étaient pris en otage par un courant politique appelé FCC, d'autres étaient je ne sais pas moi dans quoi. Alors il fallait leur montrer, nous devons plutôt servir les Congos, nous devons quitter les carcans de partis politiques, nous devons être des serviteurs de la République. Alors mettons-nous ensemble, voyons le Congo. L'effet de ces rassemblements-là, c'est ça ce que nous appelons union sacrée, une coordination de forces politiques pour le bien du Congo. Le bilan de l'union sacrée serait assumé par qui? Le chef de l'État ou l'ensemble du corps? Non, mais écoutez, nous sommes dans l'optique de la gouvernance et j'ai déjà ici rappelé que dans un principe de commandement, on voit d'abord le chef, parce que même la pyramide a un sommet au-dessus. Mais aussi, je ne veux pas rappeler que l'apanage de la construction d'un pays n'est pas l'effet d'un individu. Oui, l'effet d'un individu, puisque lui, il est là comme coordonnateur, mais chaque Congolais devait se sentir responsable dans la construction de l'édifice. Il ne va pas lui-même être omniprésent, ministre en même temps, député, bourgmestre et tout ça, non. Le président République est là pour coordonner les efforts de chaque Congolais qui puisse être orienté dans le sens de construire le Congo. Il est là comme donneur d'impulsion. Il donne l'impulsion et à vous, à moi et aux Congolais qui nous suivent de comprendre que c'est le Congo. Le président République a apporté la nouvelle donne. C'est la donne politique ou encore la donne de la reconstruction avec tous. Comme disait le président Etienne Tshisekedi, co-gestion du Congo par les Congolais. Le président veut associer tout le monde dans sa gestion tout en restant justement
donneur d'impulsion. Et c'est ça le sens qu'on devrait donner à la mission ou encore à la fonction présidentielle. Il n'incarne pas lui, il n'est pas lui le porte. C'est vrai, il porte cette vision parce que nous lui avons donné le pouvoir, mais il ne désengage pas le Congolais à leur travail de construire leur pays. C'est comme ça que toutes les nations du monde se sont développées. Chacun dans son secteur, journaliste, il s'est dit, je fais quoi pour développer mon pays? Jardinier, il fait la même chose. Agriculteur, pêcheur et tout le monde, même chauffeur, taximan, devrait travailler dans le sens de renvoyer l'ascenseur à la vision du président de la République, la vision qu'il a présentée. N'eût été cela, on ne serait jamais allé aux élections, ou encore on n'aurait pas de candidats. Quand nous avons plusieurs candidats et qu'il y a un qui gagne, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui ont adhéré à cette vision. Le fait d'adhérer à une vision, ça veut dire que nous voulons nous inscrire, nous voulons travailler avec vous dans le sens de votre vision. Alors dès que vous êtes là, nous vous donnons notre main, nous vous donnons l'appui, nous travaillons pour vous soutenir. Dès que les Congolais se désengagent de cela, dites-vous que le bilan, nous pouvons le dire, nous pouvons beau le dire, ne minimisons pas certaines choses. Il a échoué, il n'a pas bien travaillé. Oui, il n'a pas bien travaillé, mais quand vous allez sous d'autres cieux, vous allez aux États-Unis, ailleurs, les nations émergentes aujourd'hui ou encore développées, ils ne jurent que sur leur sol. Avant de poser la question ce que le pays fera pour eux, ils commencent par se poser la question ce que eux font pour le Congo, et pardon, eux font pour leur pays. Si nous pouvons commencer déjà à cultiver cela à nos enfants, donc c'est le pays qui sera plus exigeant envers nous et non le contraire. Nous devons commencer à nous poser la question quand nous nous réveillons le matin. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Plutôt que de commencer à poser la question, qu'est-ce que le Congo a fait pour moi? Parce que naturellement, quand vous avez fait quelque chose pour le Congo, votre effort, mon effort, son effort, va concourir au bien-être collectif. Vous voyez? Quand chacun de nous donne un effort dans son secteur, l'effet de l'ensemble de ces efforts-là, je vais donner un exemple si vous le voulez bien. Nous occupons tous une avenue qui n'est par exemple pas asphaltée, qui a des problèmes sérieux d'urbanisation et tout ça. Mais devant votre parcelle, vous dites, je vais asphalter de là jusqu'ici. Et là où vous vous limitez, lui, il le prend. Ainsi de suite. Si les 10 habitants de cette avenue font la même chose, les passants prochainement ils viendront trouver toute l'avenue asphaltée, n'est-ce pas? Alors c'est pour le bien de tous, alors que c'était des intérêts personnels. Si chacun doit aujourd'hui se dire, moi je dois faire d'abord quelque chose, et je me limite à ce que je peux. L'autre fait la même chose, ainsi de suite. Nous allons nous retrouver dans un Congo où tout le monde voit le bien-être comme l'affaire de tous. Alors demain, nous aurons un Congo où il fera mieux vivre parce que nous profiterons des efforts de chacun, bien que fait de manière individuelle, mais ça va concourir au bien-être collectif. Ça va concourir au bien-être collectif. Nous sommes toujours au niveau de la vision. La vision, on vient de parler... bien sûr, de part des responsabilités. Parlons également du bilan. Jusqu'à présent, le bilan à mes parcours sur le plan de la justice. Ça marche? Écoutez, j'aime bien, surtout là, vous allez m'accorder beaucoup de temps. Le bilan à mes parcours? Non, le bilan mi-parcours, bien sûr. Non, mais moi, j'ai évolué secteur par secteur. Parlons du bilan du président de la République, puisque ça fait couler beaucoup d'encre. Vas-y. Ça fait couler beaucoup d'encre, d'abord puisqu'il y a de la manipulation politique. Il y a des politiciens qui comprennent quelque chose. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez entendu un opposant politique. Je ne viens pas ici l'attaquer, mais j'ouvre la parenthèse afin d'avoir la possibilité de répondre à votre question, qui vous a dit l'union sacrée était une deuxième grossesse de Kabila, FCC du FCC Cash. Ben oui, la grossesse, on l'obtient dans le mariage. N'est-ce pas? Quand on a obtenu une grossesse dans le mariage, alors c'est une grossesse. En dehors du mariage. Non, la grossesse légitime doit être obtenue dans le mariage. Ça, c'est une fierté. Vous avez une femme qui peut se promener avec sa grossesse. Elle a le courage de vous dire même que tel que je suis là, je suis grosse. Mais eux avaient obtenu une grossesse en dehors du mariage. C'était laquelle? Voilà. La grossesse, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est la légitimité d'une union. Le président de la République a pris l'engagement d'appeler à une union avec le FCC qui était d'abord constitutionnelle parce que c'était une coalition dans le sens de l'article 78 de la Constitution. Il a pris l'engagement qui s'est rapporté à la volonté constitutionnelle. Et c'est là, a posteriori de l'élection présidentielle, c'est-à-dire après avoir été élu, qu'il a pris cet engagement ayant débouché
entre guillemets, à ce qu'eux appellent grossesse par rapport à cette union-là. Mais Martin Fayoulou, a pris un engagement. J'aimerais, après moi, que vous invitiez quelqu'un de la Mouka. Non, on va le faire, là nous sommes en direct, voilà. Ouais. Ils ont pris un engagement de réorganiser les élections après 2 ans. C'est avec quelle constitution? Parce que la législature est de 5 ans. C'est lui qui vous fait croire que lui est l'homme du respect de la Constitution, le fils politique d'Étienne Tshisekedi, pourtant avait pris un engagement avec ses anciens alliés, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, de réorganiser les élections après 2 ans. Qu'ils reviennent nous dire c'était quoi cette loi qui lui donnait cette prérogative. On continue après ceci. Papa vide le maman Wani. Petit non ici. Ici, j'ai un problème. Madame Zana Erni faut m'opérer. Nazana mbongote. Ozana mbongote. Nazana mbongote richi. Ata eloro moi muki ba bien na ndako zate. Petit non richi. Oyebi ke biso bato to salaka na mbongo to kweya to koma koyoka soni. On a koteka biloko ndako. Papa vide loin. Na même en place moko koteka biloko na ndenge ya discrétion. Mutu akoyeba te. C'est vrai. C'est vrai. Na tekelo ko ndenge ko batama. Mutu akoyeba zate. Richi, soki na tekelo. Basali mama opération lingundu. Eza pour mite pour Tokyo. Papa vu de loin. Mbongo na ya télévision placement memelaki biso était kami ya moyo. Banaki balobi maison de commission cash dépôt Congo et yena RDC pour na kosunga biso bato to yoka kasoni pour na koteka ozana le pam voiture bijoux ordinateur olingo teka na distraction yaka na maison de commission cash dépôt Congo tina kowe tetele mowe Mama. Ils appellent ça au Bongate. 54-48 avenue de la Justice. Kishasa Gombe. À côté de Roméo Golf. Maison de commission cash dépôt Congo. A une solution. Papa. Place ma pamba $400. Bon pour voter quand on a kolonzo. Voter quand on a kolonzo. Lilingi ya pamba. Voter quand on a lilingi ya pamba. Voter quand on a. Teka matala paka Juma. Hors mariage, M. Martin Fayoulou a porté une grossesse. Et la grossesse pour lui était l'engagement anticonstitutionnel d'ailleurs. Un engagement qui violait la Constitution. L'engagement qui était du saupoudrage. Je ne sais pas, il dupait ses anciens collaborateurs. Et pourtant c'était déjà un engagement. Si il dupait, comprenez aussi qu'avec Martin Fayoulou, ce serait déjà une série de crises qui commençaient. N'est-ce pas parce que Moïse Katumbi allait dire non, tu nous as dit ceci. Et Jean-Pierre Bemba allait le dire alors que c'est eux qui l'avaient porté. Martin Fayoulou n'a pas de popularité, vous le savez. Alors puisque sa popularité lui venait de ces deux-là, c'était avec Martin Fayoulou, c'était déjà une crise envisageable. D'abord, sur le plan de la forme. Maintenant, sur le plan du fond, cet engagement qu'il avait pris de réorganiser les élections était porté sur quelle loi? Vous avez compris qu'il y a de la mauvaise foi dans les chefs de politique congolais. Laquelle mauvaise foi fait véhiculer des choses comme diabolisation par rapport au bilan du président de la République, et je viens directement à ce bilan. Je vous ai dit ici, nous avons passé plus de 10 ans, je considère cela sur le plan de droit, sur le plan juridique, par rapport aux 2 législatures avec Joseph Kabila. Première législature 2006, deuxième législature 2011. C'est vrai, il y a eu des excès, parce qu'avant 2006, Kabila était présent déjà depuis 2001. Là, il n'avait pas de vision à nous présenter puisqu'il était venu de nulle part. Personne n'a jamais su comment il était devenu président. Et après 2016, c'est en 2016 qu'il devait prendre fin sa deuxième législature. Il a créé des circonstances qui l'ont amené jusqu'en 2018. Mais je m'en tiens d'abord à ces 10 ans. C'était 10 ans d'arnaque politique. Arnaque politique puisqu'il vous dit en 2006, 5 chantiers. Et en 2011, je vous dis révolution de la modernité. Des 5 chantiers à la révolution de la modernité, nous avons perdu 10 années d'arnaque politique. Pourquoi arnaque politique? Vous voulez construire les chantiers sur quoi?
Je ne sais pas si c'est imaginable d'ériger une maison sans avoir jeté les focus, c'est-à-dire la fondation. Même les techniciens, comme ils sont là en train d'organiser cette émission, ils savent que l'usage d'un ordinateur nécessite d'abord l'installation d'un système, le substrat. Alors, dès l'instant qu'il n'y a pas de système que vous avez installé, dès l'instant que vous n'avez pas mis la fondation, vous voulez construire quoi? Vous dupez qui? C'est bien pour ça que vous avez vu que ces gens entretenaient l'ignorance en étouffant les systèmes éducatifs, puisqu'ils étaient contents de voir un Congolais ignorant qu'on pouvait facilement duper. Vous aviez une constitution qui consacrait dans son article 43 la gratuité de l'enseignement, mais il n'avait jamais tenu compte de ça, puisqu'il fallait abrutir les peuples pour avoir un discours politique. Les 5 chantiers révolution de la modernité allaient reposer sur quoi, puisqu'il n'existe pas l'État? On doit commencer par quoi? Le plus grand défi de tout le temps, depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à maintenant, puisque j'ai rappelé ici que nous avons connu la récurrence des crises de légitimité, ça veut dire l'absence de l'État. Vous voulez nous faire quel bilan, puisque vous êtes partis du pouvoir, vous ne nous avez pas laissé l'État? Nous allons vivre où? Vous êtes partis, vous êtes morts, vous avez laissé vos enfants dans la rue. Et vous êtes fiers. Vous en êtes fiers. Vous avez quel bilan, puisque c'est là qu'il faut commencer. Nous devons commencer par dire, d'abord nous avons un État. Partout dans le monde, aucune nation ne s'est développée sans avoir des institutions efficaces. De toutes les façons, on s'organise sur base de quoi? Ce sont les institutions qui accompagnent les efforts qui tendent à développer une nation. Mais quand déjà il y a absence des institutions, c'est bien pour ça que vous avez des hommes forts. Il y a des hommes forts puisqu'ils se reconnaissent entre eux, ne pas être portés par un État. Chacun agit à sa manière pour s'enrichir lui-même. L'absence de l'État. Et Félix étant le produit d'une vision. Félix n'est pas tombé comme un cheveu dans une soupe. Félix a porté l'étendard de son défunt père, le docteur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Parce que celui-là voulait d'abord commencer par là. Il le disait à tout moment que vous, journalistes, lui tendiez le micro. Nous allons construire un État de droit. Nous allons construire un État de droit. Ça veut dire nous allons construire les institutions de droit. Nous allons créer une gouvernance bâtie sur le respect de loi. Les autres ont appelé ça République des juges. Oui, nous voulons bien avoir la République des juges, autant que cela plaît à la population. C'est vrai, ça ne peut pas plaire à ceux qui pillent, à ceux qui détruisent. Nous, quand le peuple est fier d'avoir la République des juges, ça nous fait du bien parce que la femme de Chebeya ne pouvait jamais être contente, ne pouvait jamais accompagner des institutions qui avaient tué son mari. Et quand il voit que la justice se penche de son côté, c'est ça l'État que nous voulons. L'État des juges, oui, c'est ça l'État de droit. C'est ça l'État que nous voulons. C'est là que commence la construction du Congo. Et c'est ce qui restera à jamais, même si on ne l'admettra pas aujourd'hui. Mais ça restera inédit en termes d'un bilan d'un président de la République. Félix Tshisekedi a donné d'abord un État. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, nonobstant, c'est vrai, il y a beaucoup de défis, nous allons en parler. Il y a beaucoup de choses. Mais comment pouvons-nous commencer? Peut-on placer la charrue avant le bœuf? Félix Tshisekedi n'a pas placé la charrue avant le bœuf. Il a dit, nous devons respecter l'ordonnancement de l'organisation. On commence par quelque part et puis on continue. Vous avez hérité de votre papa un terrain. On vous dit que c'est tel terrain qui vous appartient et c'est là que vous allez faire votre famille et tout ça. Mais vous y allez vous trouver, au lieu de trouver un terrain, vous trouvez une érosion. Par quoi vous commencez? Par la construction d'une maison? Ou bien par rendre cette érosion, par aplanir cette érosion, par remblayer l'érosion? Félix a hérité de tous ces régimes. Quel pays? Il a hérité d'un pays et non d'un État. Il a hérité d'un pays et non d'un État. Et les pays, ce n'est pas l'effet des individus. Je ne vais pas entrer en histoire ou encore dans le cours de géographie. Il n'a pas hérité d'un État, des institutions de toutes ces personnes, de tous ces individus aujourd'hui qui allègrement passent à la télévision, vous raconter des histoires. On lui a laissé un terrain avec une érosion à ne pas regarder. Et aujourd'hui, quand il a commencé le travail pour commencer par remblayer cette érosion, avoir d'abord un terrain où l'on peut maintenant construire, les gens vous posent la question, on allait construire quoi? Un Congo où les Congolais fuyaient, ils allaient vivre ailleurs. Ils préféraient regarder les Congos à travers la fenêtre, puisqu'on ne pouvait pas vivre ici. Un Congo où vous sortez pour exprimer ce qui vous est de droit, on vous tue. Mais les deux, c'est aujourd'hui. Nous sommes en train d'organiser une messe
en mémoire de Thérèse Kapanga, l'aspirante, de Rossi Chimanga et de tous les autres, toutes ces victimes de la répression. Dans quel état on réprime les gens? Dans quel état on tue les gens quand ils expriment ce qu'il leur est de droit, quand ils réclament ce qu'il leur est de droit? Il fallait normaliser l'environnement politique, mettre fin au complot politique. Les opposants étaient contraints en exil parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Ça, il fallait mettre fin à cela, vider la question de la légitimité. Vider la question de la légitimité n'était pas seulement le fait de l'élection par le peuple congolais du président de la République, mais c'était également la question de la volonté politique qui anime cet homme. Puisqu'il pouvait lui aussi entrer là-bas, continuer avec la dictature. Il s'est dit, ben, je suis maintenant ici, ça n'est fini, je commence maintenant moi aussi à me créer ma propre force. Il continue avec la répression. Mais il a dit non. Maintenant, c'est le temps de la reconstruction. Et vous et moi, pour reconstruire, en toute franchise, puisque c'est le président qui vient vous rendre compte de la situation. Vous savez pourquoi? Il était le premier lui-même, il y a une année, si je ne m'abuse, peut-être 2 ans, à dire qu'il n'était pas, qu'il n'était pas satisfait du bilan. Beaucoup avaient mal compris cela. Nous qui avons eu la chance d'avoir des parents rigoureux, tu fais 55%, il t'est puni. Et pourtant, tu n'as pas échoué. Ça veut dire la rigueur au résultat. Tu as 55%, tu dois passer des classes, il dit tu reprends. Parce que pour lui, ce n'est pas meilleur. Ce n'est pas excellent. Ça, c'est le goût de l'excellence. Voilà Félix Tshisekedi. Il a voulu voir un Congo qui lui rêvait parce qu'il entend son père lui parler à l'oreille. Mon fils, pas encore. Tu n'es pas encore arrivé. Et pourtant, il est déjà en train de mieux faire. Non, ça, c'est le perfectionnalisme. C'est ça la vision qui conduit. C'est ça, c'est qu'a Félix Tshisekedi dans sa tête, c'est ce qu'il a appris. Ça nous paraît peut-être étrange, puisque nous avons passé 50 ans à voir le Congo être dirigé comme, je ne sais pas moi, une boutique, la gestion d'une boutique. Mais ici, maintenant, nous avons la gestion d'un État avec Félix Tshisekedi. Son bilan, le tout premier bilan avec Félix Tshisekedi, c'est la reconstruction ou encore la construction d'un État. La normalisation de l'environnement politique. La normalisation de l'environnement politique remet en confiance les Congolais à l'égard de leurs institutions. Crée l'amour du Congolais pour le Congo. C'est ce qu'a fait Félix Tshisekedi jusqu'à ce niveau. Et c'est ce qui était important, puisqu'à ce niveau, nous pouvons nous dire, on peut avancer. Mais les Congolais me diront, mais regardez, celui-là, il est fou. Est-ce qu'il ne comprend pas que nous dormons affamés? Oui. Mais évidemment, nous sommes une nation dans en fait, nous appartenons à l'organisation que nous appelons Organisation des Nations Unies. Nous sommes une nation dans l'Organisation des Nations Unies qui, effectivement, a des organisations également, notamment FMI et tout ça. Nous ne pouvons pas nous soustraire de cela. Mais quelle était cette nation qui pouvait nous faire confiance, nous qui étions un pays sans État? Nous étions un sous-pays du FCC. Aujourd'hui, l'expression de la bonne organisation politique avec Tshisekedi, c'est la consécration du renouement, notamment avec le FMI. Vous voulez le bilan? Je vous donne le bilan. Vas-y, je vous écoute. Le renouement avec le FMI, vous les classez dans quoi? Puisque nous n'avions plus, il y avait une rupture, on ne voulait plus savoir de nous, apprendre de nous quelque chose. Maintenant que nous avons renoué, ça veut dire que nous allons améliorer notre réserve d'échange, la balance d'échange, la réserve internationale, qui effectivement aura pour effet social, bien entendu. D'abord, dans un premier temps, la stabilisation de l'inflation, ou encore le cadrage macroéconomique que nous chantait l'autre. Cette fois-ci, ça ne sera pas chimérique. Avec tous les effets d'accompagnement dans la suite, et ça sera l'amélioration du social. Est-ce que le social, on peut l'arranger sur base d'une volonté, un chapelet d'intention? Non, c'est sur base d'un travail, mais le travail, c'est celui-là. Vous avez le FMI qui s'est dit, je suis maintenant convaincu de ce qui s'est fait en RDC, il y a maintenant un État là-bas. Même vous, pour avoir un crédit dans une banque, on doit avoir l'assurance que vous allez payer. Et on vous posera la question, qu'est-ce que vous avez? Et là-bas, nous avons dit, nous avons un État. Ça veut dire qu'il partira demain, mais il restera un État organisé. C'est comme ça que vous parlez de l'Afrique du Sud aujourd'hui, avec Nelson Mandela. Félix est sur le pas de Nelson Mandela. Il a organisé l'Afrique du Sud, bien qu'après lui, il y a des gens qui ont semblé ne pas comprendre sa vision, et c'est là que nous allons travailler. Mais aujourd'hui, quand même, on compte l'Afrique du Sud parmi les nations émergentes. Vous parlez des BRICS, les 5 nations émergentes, il y a l'Afrique du Sud. Très bien, acceptez que je pose cette question.
Vous nous parlez de la mise en place d'un État responsable, d'une justice qui semble bien marcher et fonctionner avec l'État des droits. Il y a des réactions aujourd'hui qui semblent aller dans les sens contraires que vous. La première, c'est celle de Mme Olive Lembe qui nous dit aujourd'hui nous avons une justice sélective, chose qui n'a pas existé hier sous le régime de Joseph Kabila. La deuxième, l'UFrance vient de lancer une structure qu'on appelle les victimes de l'état des droits, un état aujourd'hui qui fait tout sauf la justice. Comment réagissez-vous à ces deux réactions? Je viendrai à vos questions, mais je continue avec mon idée. Toujours dans le sens du bilan, je vous ai parlé du renommement avec les FMI. Mais Félix, vous ne pouvez pas répondre directement à ces deux questions. Je voudrais être cohérent. Et puis, je voudrais plutôt entrer dans le bilan. Concédez-moi. S'il vous plaît. Mes deux premières questions sont liées à la refondation de l'état des droits, l'instauration de l'état des droits. Raison pour laquelle je vais poser ça. On termine avec ces deux questions. On passe maintenant sur le plan économique, puisque là, le renouvellement des relations avec le FMI, nous sommes déjà sur le plan économique et tout. Voilà. Non, il n'y a pas que les plans économiques. La justice fait partie Bien sûr, mais acceptez répondre d'abord à mes deux questions. La justice fait partie du social. Et je viens au social. Je suis encore là puisque je prendrai ces points-là. On ne peut pas avoir un État construit avec les gens qui n'ont pas appris. Il faudrait d'abord commencer par donner à tous les Congolais la possibilité de contribuer à la reconstruction de leur pays. C'est la consécration de la gratuité de l'enseignement. Vous les classez où? Puisque c'était un article dans la Constitution, mais qui n'était même pas regardé. Félix Tshisekedi vient, il ne regarde pas les niveaux, les problèmes économiques qu'avaient les pays. La gratuité, la qualité aussi compte. À la loi, on ne déroge pas. Il n'a pas dérogé. Et aujourd'hui, vous avez la gratuité. Vous m'avez parlé de la qualité. Alors, oui. La qualité de la gratuité. Qu'est-ce qu'il fallait? Puisque vous avez vos enfants qui, chaque matin, se réveillaient, ils étaient dehors de la maison, en train de voir d'autres enfants aller à l'école et n'étaient jamais partis à l'école. Aujourd'hui... Lorsque la qualité pose problème, tout est biaisé. Attendez. Aujourd'hui, ils ont accès là-bas. Et maintenant, parce qu'il faut commencer d'abord. Il faut avoir le courage de commencer. Le reste, c'est après. Maintenant que nous avons commencé, nous regardons, ok, nous avons commencé, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Nous ferons mieux d'avoir dans une salle de classe 30 élèves. Et là, nous en avons combien? 50. Donc, Donc, le problème est posé par un fait. Ce n'est pas par une imagination. Nous tenons maintenant compte du fait pour répondre à cela. On ne peut pas continuer à sacrifier les autres alors que vous privilégiez une infime minorité dans la population, puisque vous croyez que vous voulez faire mieux, alors qu'au fond, vous n'avez même pas la volonté de commencer. La réaction de Mme Olive Lembe me rappelle un peu quand nous étions élèves ou encore étudiants. Pour le même professeur et pour le même cours, vous faites l'interrogation, vous croyez avoir réussi, quand on sort la note, vous avez 3 sur 20. Vous savez ce que les étudiants disent? Joanna Pessinga 3 sur 20. Mais quand vous avez 20 sur 20, vous dites Nabé Tiango 20 sur 20. Ça veut dire quoi? Donc quand vous avez échoué, c'est l'autre. Et quand vous avez réussi, c'est vous. Avant de parler, Mme Olive Lembe devait regarder un peu en arrière. Vous savez, pour se rendre compte qu'on avance, parfois il faut toujours avoir l'habitude de regarder en arrière. Et quand on n'a pas regardé en arrière, on risque de s'insulter soi-même. Elle a la malchance de dire cela à une époque où tous avons vécu avec lui la même réalité. Mais quand elle parle de ce Congo, avec la justice, tout ce qu'elle est en train de dire, alors nous voudrions voir clair dans plusieurs dossiers de justice que je peux commencer ici à énumérer. Vas-y. Madame Olive Lembe devait avoir... j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a été première dame de ce pays. Elle reste dans l'histoire, dans les annales de la République, bien entendu. Mais nous avons vu des gens aujourd'hui, si M. Kalev Mouton a fui le pays, lui qui faisait fuir, c'est puisque la justice, une justice qu'eux avaient étouffée, voudrait voir clair. Il y a des gens qui attendent de lui dire, toi tu m'as bousillé la cheville, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. John Mumbi est en dehors de ce pays. C'est puisqu'on veut voir clair dans l'affaire Chebeya. C'est son mari, l'époux de Mme Olive Lembe, qui était président de la République.
On a beaucoup de dossiers qu'on peut rappeler. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent dans ce pays, 32 millions de dollars. On n'a jamais vu clair dans ces dossiers-là. Alors aujourd'hui, on veut nous parler de la justice, puisqu'on veut voir clair dans les dossiers que eux avaient enfouis dans les tiroirs quand elle s'accordait elle-même autant de privilèges avec sa société égale. C'était ça la justice. Et maintenant qu'on est en train de vouloir construire les choses, elle dit non, la justice devait être appréciée quand c'est Madame Olive Lembe qui en bénéficie, au détriment, au grand désarroi de plus de 80 millions de Congolais. Si ce qu'elle dit venait des 80 millions de Congolais, ça sera pour nous un devoir de rectifier. Mais tout autant que c'est la majorité qui aujourd'hui applaudit le président Pixur pour la reconstruction de la justice, la voix de Madame Olive Lembe, d'ailleurs, elle, qui a accompagné le Congo dans sa débâcle, je pense que c'est une voix négligeable. Il en est de mon ami et frère Louis-François Kousikessa, qui malheureusement est en train de faire toutes ces déclarations parce qu'il veut tirer la couverture de son côté. Puisqu'il s'agit de son patron qui est inquiété. Ah, c'est qui ce patron? C'est M. Pascal Niemboué. Ah, c'est le patron. Il y a Louis-France Yoana. Alors, c'est le propriétaire de la chaîne CML13. Ah, c'est la chaîne, il y a Louis-France T. C'est ce que moi je sais. Alors, si vous m'apprenez le contraire, d'accord. Non, je vous ai dit d'abord que Louis-France, c'est mon frère. Est-ce qu'on s'appelle 13 Louis-France T? Non, je vous ai dit que Louis-France, c'est mon frère. Oui. Peut-être que moi, je ne suis pas informé. Si vous me donnez cette information, je vais la vérifier aussi. Mais ici, je suis en train de dire, il est en train de vouloir tirer la couverture de son côté, puisque c'est son patron qui est inquiété. Et quand il parle d'ingouvernabilité, je voudrais que mon ami Louis-France Kousikessa, restons dans la connaissance du français, puisqu'il connaît, c'est un journaliste comme vous, qu'il nous dise ce que lui entend par l'ingouvernabilité. Quand quelqu'un est inquiété par la justice pour un fait, et en plus de ça, dans un pays où il y a autant de mandataires, il y a plus de 80 millions de Congolais, quand c'est vous qui êtes inquiété, croyez-vous vraiment que la justice est contre vous? Allez donner les preuves d'innocence. Et d'ailleurs, quand la justice vous interpelle, vous n'avez qu'à présenter les preuves d'innocence. C'est tout. J'ai entendu, j'ai vu même les spots de ce que vous avez dit qui a été créé. On vous a mis la photo de Moïse Katumbi, victime de l'état de droit. Ça veut dire quoi? Mais comment fait mon ami pour établir la cohérence entre ce que lui appelle victime d'état de droit et Moïse Katumbi? J'ai vu l'image de Martin Fayoulou, victime d'état de droit. En quoi Martin Fayoulou est-il victime de l'état de droit? On est en train de faire quelque chose pour créer la sympathie de tous les Congolais qui, encore aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai beaucoup de respect pour les Congolais, mais qui franchement sont encore dupes à regarder dans les actions de ces gens. Et on veut le mettre ensemble. Kamere est victime de l'état de droit. Et là encore, mon ami Louis-France, je voudrais lui dire qu'il devrait contrôler chaque acte qu'il fait puisque c'est un intellectuel. Vital Kamerhe a été condamné pour un dossier clair. On peut tout nous dire, mais pour comprendre les dossiers Kamerhe, il faut avoir suffisamment de connaissances sur la notion de marché public. Il y avait d'abord un problème procédural. Un problème procédural qui consacrait l'intention du détournement. C'est ce que le professeur Kalouba vous disait dans ce procès-là. Et maintenant, quand notre aîné Vital Kamerhe n'a pas eu d'éléments. Parce que quand on vous accuse, n'est-ce pas, celui qui accuse apporte les preuves de l'accusation, mais vous apportez les preuves de l'innocence. Vital Kamerhe n'avait qu'à apporter les preuves de l'innocence, dire non, tout ce que vous me dites, ce n'est pas ça, voilà, je suis innocent. Et nous devons, parce qu'en droit, la forme précède les fonds. Et je suis ici dans les marchés publics. Il y a une forme qu'il fallait respecter. On veut justement dire des histoires pour attirer l'attention. Il y a aussi un étudiant qui vient d'être tué à l'Unikin. Et ça encore on dit... Victime de l'état de droit. Mais comme c'est victime de l'état de droit et de l'ingouvernabilité, qu'on nous dise la même chose pour les USA, où nous avons vu un policier américain poser les mêmes actes sur un Africain. Dans ces cas-là, l'état de droit est apprécié a posteriori et non a priori. Puisqu'il s'agit d'une éducation, d'une barbarie d'un individu. Maintenant, posez-nous la question de savoir ce que la justice a fait de cet individu. C'est là que nous allons dire oui ou non, il y a état de droit. C'est quoi cette ignorance qui commence à détourner même la jeunesse? Moi, ça me fait très mal. Ça me fait extrêmement mal. Quand c'est l'intellectuel qui commence à être détourné,
pour raison d'intérêt, puisqu'ici il s'agit de raisons d'intérêt, aussi bien pour le cas de Madame Olive Lembe que pour le cas de mon frère et ami, pour qui j'ai beaucoup de respect, Louis-France Kouzikessa. Non, mais on dit Pascal Niembo est un bon gestionnaire et là, il a dénoncé les mafias Rwanda RDC en ce qui concerne l'exploitation illicite de nos minéraux et consorts, mais quelqu'un qui s'est fait passer pour un bon défenseur de nos richesses comme ça, il est aujourd'hui victime de son combat, raison pour laquelle le Rwanda a pesé de tout son poids pour que ce dernier soit limogé. Vous ne voyez pas que c'est vraiment aberrant dans notre pays? Mais si vous pouvez, je ne sais pas si c'est vous ou bien ceux qui les disent, parce que vous avez Non, dit... j'ai suivi bien sûr son chargé de communication Moi, de France. je suis en train de... Je m'étonne que ce soit vous qui alors relayez cela parce que vous dites, on dit qu'il gère bien. On là, c'est qui? Parce que quand vous êtes gestionnaire, il y a des institutions attitrées effectivement pour savoir effectivement si vous faites un bon travail. Ce sont ces institutions qui ont dit qu'il gérait bien. Dites-nous, c'est on là, c'est qui? Mais si ces institutions-là sont instrumentalisées contre eux, c'est compliqué. Alors, ça, ça ne peut venir que du camp qui est frustré. Ça, c'est le langage des aigris. N'est-ce pas? Ça, c'est le langage des aigris. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à la population de connaître la vérité d'abord, mais aussi aux institutions de faire leur travail. Il n'y a pas d'homme providentiel. L'homme n'est pas indispensable. Vous voyez, quand on vous a fait confiance et qu'il n'y a même pas que vous avez commis un forfait, mais dès qu'il y a des suspicions dans votre gestion, il y a le devoir de l'État de vous rapprocher, de vous rappeler pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Et quand vous êtes appelé pour savoir ce qui s'est passé, jamais il faut considérer ça comme un acharnement. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens, à chaque fois, par rapport à leur gestion du passé, on dirait que l'État ne pouvait plus savoir comprendre ce qu'ils ont fait. Quand on veut savoir, il s'agit d'un acharnement, il s'agit aujourd'hui de Matata Pogno qui dit la même chose. Là, maintenant, nous avons le cas de M. Pascal Niembo et de bien d'autres. Vous avez même cité Mme Olive Lembe. Non, je pense qu'il faut voir le Congo autrement. Autre vision du Congo. Je suis ici comme membre du cadre de Autre vision du Congo, puisque nous voulons construire un nouveau Congo. Un Congo où il n'y a pas de gens qui se voient être pourchassés. Il s'agit d'une chasse aux sorcières parce que le pays veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Et quand le pays a compris ce que vous avez fait et que vous êtes impliqué dans une mégestion, mais il faut que la justice fasse son travail. Je voudrais apaiser mon ami Louis-France, lui dire, il est jeune, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vous assure qu'il est très intelligent. Louis-France est très intelligent, j'ai plusieurs échanges avec lui, des échanges combien instructifs et constructifs. Mais quand il commence à dévier pour des raisons d'intérêt, malheureusement des intérêts personnels, il n'est pas seulement lui seul en train d'être dévié, mais il dévie aussi tous ces jeunes qui croient en lui. En tant que leader, vous devez savoir, quand vous êtes corrompu, il n'y a pas que vous êtes corrompu pour votre intérêt, mais vous déviez tous ceux qui croient en vous. Je vois le jeune qui croit en lui, qu'il appelle recteur. Mais quand le recteur, lui en qui des jeunes, les nouvelles générations croient, s'est fait corrompre pour intérêt, j'ai pitié pour l'avenir de ceux-là. Alors je voudrais ici rappeler en ordre. Mon frère, c'est son droit d'être opposant. On n'a pas contraint tout le monde, même la Bible qui nous est présentée comme la parole de Dieu, il y a des gens qui s'y opposent. C'est le droit légitime de tout le monde. Nous n'avons pas, en tout cas, nous n'avons absolument pas le droit d'interdire les gens d'exprimer leur liberté, surtout que nous avons construit un État. Mais il ne faut pas surtout, en tout cas pas, que nous puissions, à cause de nos intérêts, commencer à poser les actes qui puissent vraiment gêner les bons actes dans la société ou encore détourner, corrompre la connaissance collective. Ça gêne. Et aujourd'hui, pour le cas de Louis-France, malheureusement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a le droit d'être opposant, il a le droit de soutenir ses convictions, tout ça puisque c'est motivé, mais il n'a pas le droit de voiler ou encore de considérer que c'est noir, ce que les autres voient blanc. Là, alors, c'est lui qui est en train, malheureusement, si je peux le dire ainsi, de se tromper ou encore de s'abrutir. Oui, ça c'est, il est en train de s'abrutir puisqu'il connaît la vérité, mais il est en train de tenter de marcher sur cette vérité-là. La conscience, on ne la trompe pas. Alors, Natiki a soit conscience naïe, mais il sait lui-même que ce qu'il est en train de faire n'est pas correct. Nous sommes toujours dans le bilan, bien sûr, du chef de l'État. Vous avez tout dit? Non, je pense que le bilan du chef de l'État,
beaucoup reste à faire. Le chef de l'État est très préoccupé, nous également qui le soutenons. Nous ne pouvons jamais être heureux quand nous voyons les Congolais en train de souffrir d'une manière ou d'une autre. Et le bilan du chef de l'État était d'organiser l'État, était de donner aux Congolais la possibilité d'être instruits, était de mettre au centre de la gouvernance politique l'émergence de la justice, était de faire face aux problèmes de l'insécurité à l'Est, ce qui est encore en train d'être fait, nonobstant de faiblesses qu'il y a. Mais le plus important, c'était de commencer. Nelson Mandela a fait ce qu'il pouvait, puisque le développement est une bataille jamais gagnée. Même ceux qui se font élire aujourd'hui aux États-Unis, on vous dira, il y a encore des problèmes. Personne ne viendra jamais tout faire. Félix fera 10 ans au pouvoir, il aura fait ce qu'il va faire. C'est lui qui viendra poursuivre. Le Congo ne meurt pas tout de suite. Le Congo mourra quand Jésus viendra. Alors lui ne fera pas tout pour attendre le retour de Jésus. Ce qu'il est en train de faire, nous devons reconnaître qu'il a posé les bases. Il a posé les bases d'une projection du développement socio-économique. Il est en train de vouloir ramener la paix là où il y avait. L'inquiétude était devenue la monnaie courante, était devenue la nourriture, l'aliment de cette population, qui, effectivement, n'est pas différente de nous. Alors, quand Félix Tshisekedi se penche de ce côté-là pour essayer de venir à bout de cette insécurité, il y a de quoi reconnaître cela. À chaque matin, quand nous voyons des enfants dans les écoles, ils étudient, prise en charge par l'État, c'est une fierté. Quand nous sommes à la maison apprenant que la RDC a renoué avec les institutions de Bretton Woods et que maintenant elle peut bien sûr améliorer son cadrage macroéconomique et essayer de stabiliser son inflation en ayant des réserves d'échange considérables, je pense qu'il y a de quoi reconnaître ou encore saluer les efforts combien louables du président de la République à travers l'union sacrée portée par le Premier ministre Sama Lukonde. Donc je pense le plus important dans tout ça est qu'il est en train d'évoluer, c'est un bilan mi-parcours et nous pouvons en termes de proportion déjà voir au-delà des 60%, et bien que les 40% restent aussi dans les priorités bien entendu puisqu'il était élu pour satisfaire l'ensemble des attentes du peuple congolais, je pense qu'avec le temps, et d'ailleurs ce qui est en train d'être fait, le peuple congolais chantera un cantique nouveau. Très bien. Parlons CENI. Ça traîne jusqu'à présent. On ne sait pas jusqu'à quand on aura le président de cette institution d'appui à la démocratie. Ça fait mal. Ça fait mal de voir que même à l'église, il y a aussi de mauvaises intentions. Je me dis, les loups ont-ils aussi infiltré la bergerie? Ça, c'est la question que je me pose. Et en tant que chrétien, j'en meurs à petit feu. La société est toujours régie par les textes et non par les intentions. Vous avez vu, avant d'en arriver là, la Cinco, s'il faut la citer, vous parlez déjà d'alternance. Il s'agit de quelle prophétie? Suffit-il de porter la soutane pour avoir le monopole de projeter l'avenir, alors que nous savons bien entendu ce que c'est l'alternance? Ça exprimait déjà l'intention de cette organisation, j'ai mes réserves de dire politique et bien sûr religieuse, de cette organisation religieuse, ça dérange. Et maintenant, quand nous sommes allés dans cette organisation, il faudrait que nous privilégions le respect des textes. Et nous sommes ici dans un exercice démocratique. Je ne veux pas ici rappeler que la démocratie, c'est le triomphe de la voix de la majorité. Et quand on est 8 confessions religieuses, n'est-ce pas, 8, il ne s'agit pas ici d'une confession qui prétende avoir la pondération ou une certaine considération que les autres. Dans l'expression démocratique, une confession représente une voix. C'est ça la démocratie. Mais pourquoi ça bloque? Attendez. Mais quand nous sommes à 8 et que 6 ont porté leur voix à un candidat, les 2 autres voudraient rejeter pour des raisons de faciès. Je ne sais pas, doit-on diriger un pays de cette manière-là? Parce que l'Église catholique avait soutenu un candidat qui malheureusement, il était établi qu'il appartenait, il était membre d'une formation politique, notamment de la Mouka. Il a même par le passé été candidat. Voulez-vous avoir une CENI non politisée et vous soutenez un candidat qui a des colorations politiques? Jugez-en vous-même. Je ne sais pas comprendre cette cohérence. Et l'autre même, il a été prouvé qu'il était membre du parti de Kimbuta. Maintenant, on est en train de rejeter celui-ci puisque on estime qu'il a une relation, on estime qu'il serait en relation avec le président de la République justement par rapport à son appartenance ethnique, je ne sais pas moi quoi. Non. Donc ici, il s'agit d'un critère d'abord de compétence et d'indépendance. Et puisque vous ne savez pas prouver ce que vous dites, chaque Congolais est ressortissant d'une ethnie. Vous vouliez qu'il vienne du ciel pour que nous considérions qu'il est neutre. Non, là en tout cas la Cinco est tombée trop bas. Mais puisqu'il n'y a pas eu consensus, dans les textes qui régissent les confessions religieuses, il fallait passer aux élections
pourquoi poser la question à l'abbé Outembi, je ne sais pas, Outembi, poser la question pourquoi il n'y a pas eu élection. Parce qu'il savait déjà que sur les 8 confessions religieuses, le manque de consensus donnant élection, c'est la voie qui allait triompher. C'est cette voie qui allait passer. Alors, nous, à notre niveau, nous regardons cela. Nous attendons le candidat qui sera investi par le président de la République. Nous n'avons peur d'aucun candidat puisque nous savons que le peuple congolais qui nous a porté, qui a fait confiance au président de la République sur base d'un discours, elle lui réitérera la confiance cette fois-ci sur base d'un bilan. Alors, il ne s'agit pas d'un candidat qui nous fait peur, mais il s'agit plutôt d'un souci que nous avons de voir que même l'Église ne sait pas respecter les principes. Même l'Église ne sait pas promouvoir la vérité. Même l'Église ne sait pas s'accrocher à la vérité comme sacerdoce. L'Église est maintenant aussi en train de devenir politique. Ça fait très mal. Alors, c'est peut-être là l'occasion d'en appeler, ce sont des humains, d'en appeler un peu à la retenue et à la bonne foi. Cette Senko nous a accompagnés quand même dans un combat. Et nous avons écrit l'histoire de l'alternance avec la Senko. Peut-être que nous nous étions trompés, je ne pense pas que la Senko nous a accompagnés hier, puisqu'elle-même est une opposition. Si la Senko est une opposition, il était évident alors qu'elle nous accompagne. Alors là, elle est restée dans l'opposition. Or, je pense que la Senko nous a accompagnés puisqu'elle voulait le bien-être. Et puisque le bien-être est en train de, aujourd'hui, se définir, la Senko doit se positionner. La Senko ne doit pas briser le travail qu'elle a fait hier. Ça sera franchement incompréhensible. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, nous laissons la primeur à l'Assemblée nationale de nous dire ou encore de départager, mais nous savons que le principe étant le consensus, à défaut du consensus, l'élection, et que le consensus 6 sur 8 avait déjà donné une voix, l'élection donnerait la même chose. Comme cela n'a pas été fait, nous savons ce que sera l'issue et nous attendons que l'Assemblée nationale fasse son travail. Le passage en force, pensez-vous que le passage en force pourra-t-il garder le climat serein dans notre pays? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez passage à force. Il n'y a pas de passage à force puisque... Aller à l'encontre de la volonté de la Senko. Ah, aller à l'encontre de la volonté de la seule Senko. Alors d'accord. L'ECC. Ah, non, d'abord, d'accord. Allons aller à l'encontre de la volonté de l'ECC. C'est-à-dire appeler l'Assemblée nationale à entériner bien sûr le choix de ces confessions religieuses. Aller à l'encontre de la volonté de la Senko et de l'ECC, ou encore sacrifier les 6 autres confessions religieuses. Merci d'avoir complété la question. Vous donnez quel contenu à la démocratie? La démocratie, c'est aussi l'expression de comment vous appelez ça, de la contestation. Si la Senko a choisi de rester dans la contestation, parce que nous savons que ce qui est en train d'être fait, c'est aussi la préparation de la contestation. Nous restons plutôt dans l'optique du respect des valeurs démocratiques. Le triomphe de la démocratie étant observé à travers les 6 qui ont fait l'option, qui ont levé l'option et qui devraient nécessairement bénéficier automatiquement de l'adhésion des 2 autres. D'ailleurs, depuis 2006, quand nous avons commencé le processus électoral dans ce pays, on a déjà eu les catholiques qui nous ont organisé et aussi les CC. Les résultats, vous les savez. Nous n'avons jamais eu un kimbanguiste. Était-il l'apanage? Était-elle la matière électorale l'apanage de cette confession ou encore de ces confessions? Non. On peut maintenant avoir aussi un kimbanguiste tout autant qu'il est porté par la majorité des confessions religieuses. Essayons de donner la chance, essayons de voir... Mais j'ai l'impression que les 6 autres confessions religieuses n'ont pas assez de crédibilité au sein de l'opinion nationale. Non, je vous ai dit ici, ça c'est votre considération. J'ai l'impression. Non, ça c'est votre considération. J'ai l'impression. C'est votre impression. Parce que jusqu'à présent, ça bloque. Non, c'est votre impression. Et Bosso ne sait pas se décider. Je ne sais pas. Avant que le président se décide, Bosso doit se décider. C'est votre impression. Avec les députés mais nationaux. j'ai ici expliqué que la démocratie voudrait que une confession représente une voix. Et puisque nous avons 8 confessions, on serait dans une crise s'il y avait 2 camps, de 4-4. Vous voyez, là, on ne sait pas départager. Mais dès l'instant qu'il y a 6 qui ont une option et 2 s'opposent, et l'opposition de ces 2 n'est pas fondée, et on vous brandit des raisons, on veut écarter les individus, je ne sais pas moi, par un sentiment tout à fait inacceptable. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal en tant que chrétien. Je me dis, nous sommes un peu en train
d'évoluer, de considérer ce que nous faisons ou encore de considérer la politique comme un marché de dupes. Et le peuple congolais est en train de regarder. Merci beaucoup. Chers compatriotes, acceptez qu'on mette point final à ce niveau, puisque d'autres questions, nous allons les développer ensemble avec Eric Chiswaka. Merci, à très bientôt.